Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, nous allons démarrer cette séance du Conseil municipal. Je vais donc faire l'appel des présents. Pascal Borde, je suis présente. Thomas Béton, présent. Christine Day, présente. Denis Dodd, Audrey Ageot, Pedro Lianes, Léopoldina Marquez, Gaëtan Calejon, Margot Bergonzi, Jean-Louis Morelli, Ludivine Costa, Olivier Roux, Trinité Baudy, Serge Roussine, Jade Sicard, absente pour le moment, Olivier Jean-Vigier, Chantal Leprévost, Anthony Laconi, absent, Véronique Moyon, Denis Pinède, Michel Poisat, absente, présente, pardon, je ne te voyais pas, Fabien Tarare, présent, Sylvie Evenou, absente et elle m'a donné procuration, Jean-Louis Foussin, présent, Huguette Lévesque, absente, Jean-Pierre Navarro, absent, Christine Mussiot, Maxime Couston, absent sans procuration, Michel Fonturial, présente, Christian Baume, absent sans procuration, Jérôme Jacquel, Naïma Damani, donc momentanément absente, et Christian Gagliardone, présent. Je vous remercie. Nous allons démarrer par la question numéro 1, classique, qui est... Oh, pardon, oui. Il nous faut donc désigner un secrétaire de séance. Je propose la désignation de Margot Bergonzi. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Margot Bergonzi est donc désignée secrétaire de séance. Nous passons tout de suite au point numéro 2, qui est l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Monsieur Jean-Yves Chapelet a démissionné. Sa démission a été réceptionnée en mairie le 9 avril dernier. Et il est donc procédé à l'installation, même s'il n'est pas là, d'un nouveau conseiller municipal en la personne de monsieur Christian Baume, qui est donc virtuellement installé. Je vais laisser pour les questions 3 et 4 la parole à monsieur Denis. Madame Damani est arrivée. Et donc, je vais donc laisser la parole à monsieur Denis Dodd pour les points 3 et les points 4. Madame Le Maire. Alors, je vais vous parler de l'adoption du règlement budgétaire et financier en faisant une petite note synthétique de présentation. Donc, les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants doivent adopter un règlement budgétaire et financier, qu'on appellera par la suite RBF, ça sera plus simple, définissant les règles internes de gestion budgétaire et comptable. Il est également précisé que l'adoption du RBF intervient avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement de l'Assemblée. La collectivité a adopté un premier RBF en date du 30 août 2023 lors du passage obligatoire au référentiel comptable M57 applicable depuis le 1er janvier 2024. Le référentiel M57 reste le cadre applicable avec les principes généraux ci-après. La pluralité budgétaire, c'est la définition et le vote des autorisations de programme AP et des autorisations d'engagement AE, avec un bilan annuel lors du vote du compte financier unique, le CFU, qui va être appliqué pour la première fois cette année, correspondant au regroupement de l'ancien compte administratif et du compte de gestion du Trésor public. La gestion des dépenses imprévues via les AP-AE dédiés permettent la fongibilité des crédits qui permet à l'exécutif sous délégation d'effectuer des virements entre les chapitres hors 012, le chapitre 012, ce sont les charges de personnel, dans les plafonds réglementaires, ceux dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section concernée. Le RBF constitue un document de référence qui garantit à la fois des pratiques cohérentes, des procédures sécurisées et des méthodes harmonisées au sein des services. L'adaptation continue aux évolutions législatives et réglementaires. Il est donc proposé au Conseil municipal d'actualiser et d'adopter le règlement budgétaire et financier pour la nouvelle mandature et d'autoriser sa mise en application pour l'ensemble des budget principal et les annexes, dès son adoption et avant le vote du budget primitif.
Donc, le conseil municipal décide d'adopter ce règlement. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Le règlement est donc adopté. Numéro 4. Alors, question numéro 4, il s'agit du rapport des orientations budgétaires pour l'année. On va vous faire une petite note de synthèse et de présentation. Les communes de 3 500 habitants et plus doivent organiser un débat sur les orientations générales du budget primitif dans un délai de 2 mois précédant l'examen de celui-ci. Par ailleurs, le décret numéro 2016-841 du 24 juin 2016, oui, pris en application de la loi NOTRe, impose que ce débat fasse l'objet d'un vote par lequel l'Assemblée délibérante prend acte de l'existence du rapport d'orientation budgétaire et de la tenue du débat. Ce débat d'orientation budgétaire a pour objectif de discuter des principales évolutions des finances communales et des priorités qui seront affichées dans le budget primitif dans un délai de 2 mois précédant l'examen de celui-ci. Vous avez donc le document joint à la présente délibération, permet au conseil municipal d'être informé du contexte dans lequel va s'inscrire le budget 2026 et de l'évolution de la situation financière de la collectivité. Je vais donc reprendre d'une façon plus condensée le chapitre 5 que vous avez eu dans le rapport. Comme certains le savent bien dans cette assemblée, on nous a laissé en héritage une situation budgétaire et financière bien dégradée, sinon critique. C'est la conséquence d'une gestion qui a engagé et ou déjà réalisé des travaux quasi pharaoniques, en particulier la traversée de la Cèze, c'est pourtant pas la mer Rouge, et nombre de chantiers de voirie pour plusieurs centaines de milliers d'euros. En gros, 857 000 euros. Travaux bien sûr réalisés, pour la plus grande majorité, en fin de mandat. Ceux-ci ont nécessité pour les financer des emprunts qui pèsent lourdement aujourd'hui sur les possibilités d'investissement futur de la ville. Pour vous donner quelques chiffres, notre épargne nette, c'est-à-dire ce qu'il nous reste réellement pour investir une fois les remboursements d'emprunts effectués, se monte à 600 000 euros seulement, ce qui veut dire que notre capacité d'investissement est donc très faible. Quant à notre durée de désendettement, elle est estimée à plus de 8 ans au 31 décembre 2025, ce qui est très inquiétant. Face à cette situation, nous avons fait le choix d'un budget 2026 volontairement très prudent. Notre priorité absolue sera de redresser rapidement les finances de la ville afin de retrouver des marges de manœuvre. Cela nous permettra à terme de pouvoir engager sereinement des projets structurants et essentiels pour les Bagnolais. Nous pensons tout particulièrement à la réfection de nos écoles afin d'offrir à nos enfants des conditions d'enseignement dignes. Pour y parvenir, il va nous falloir lancer un audit complet des finances de la commune, dont les résultats vous seront publiés en toute transparence. Vous l'aurez compris, ce budget 2026 sera aussi un budget de transition, marquant un changement de cap, tourné nécessairement vers une politique de rigueur budgétaire. Chaque euro devra être dépensé de manière utile et efficace, dans le seul but d'améliorer concrètement le quotidien des Bagnolais. C'est une condition sine qua non pour regarder l'avenir avec sérénité. Pour autant, cet assainissement des finances ne saurait se traduire par une augmentation de la fiscalité locale. Ce principe est dans l'ADN même du Rassemblement national. Les Bagnolais, comme tous les Français, connaissent déjà ce processus délétère qui consiste à demander toujours plus d'efforts, toujours plus de contributions, notamment aux classes moyennes, pour qu'in fine, leur argent se voit largement et trop souvent gaspillé. Nous sommes donc très clairs à ce sujet. Il ne sera pas demandé aux Bagnolais de contribuer plus qu'ils ne le font déjà. Donc, nous lançons le débat pour ceux qui veulent répondre et qui ont des questions à poser. Pas d'amateurs ? Si. Ah, Madame Fonturiel. Je vous remercie, Madame le maire.
Déjà, je voudrais indiquer que je trouve que le réquisitoire est sévère quand vous dites que la situation est catastrophique. Je vais donc me faire, pardonnez le terme, l'avocat de la défense et peut-être l'avocat de la dépense aussi. Je ne suis pas une spécialiste de la finance, mais pour le coup, je me suis intéressée notamment à 3 indicateurs financiers qui sont simples et lisibles pour les élus. Le premier, c'est l'épargne nette. L'épargne nette, vous soulignez, de votre point de vue, qu'il est très faible. C'est en effet une vision des marges de manœuvre réelles pour fonctionner la collectivité. Il faut effectivement, quand on lit la littérature financière, qu'il ne soit pas évidemment inférieur à 0. Mais quand on affiche un taux à 0,6, il n'est pas considéré comme catastrophique quand on compare les différentes communes et les chiffres communément acceptés. Le deuxième indicateur, c'est, je n'ai pas trouvé ce chiffre, c'est le taux de rigidité structurelle. Donc si on peut le faire apparaître à un moment donné, ça serait bien, parce qu'il permet de réfléchir à l'amélioration de l'épargne en actionnant les bons leviers sur les dépenses de fonctionnement. Et sur ces dépenses de fonctionnement, il faudra évidemment que votre équipe municipale puisse travailler. Le seuil d'alerte d'un taux de rigidité structurelle, il est autour de 0,65. J'ai cherché dans le document si je le trouvais. Je ne l'ai pas trouvé, donc je serais intéressée à le connaître. Ensuite, l'indicateur 3, c'est la capacité de désendettement, qu'on appelle aussi indicateur de solvabilité, c'est-à-dire le temps nécessaire à la collectivité pour rembourser sa dette. Et là, vous soulignez que c'est très important. Or, il est à 8 ans et 2 mois. Or, il est communément considéré très acceptable un délai jusqu'à 10 ans. Donc, on est inférieur à 10 ans. Donc, pour moi, le chiffre n'est pas catastrophique. Donc, ça, ce sont les premiers commentaires sur ces 3 indicateurs. Vous avez dit, Madame le maire, que vous souhaitiez réaliser un audit financier. Ceci ne me choque pas du tout en début de mandat. Je sais que les audits coûtent cher et je ne sais pas à qui vous ferez appel pour le réaliser, mais j'espère que vous aurez évidemment l'intérêt des finances de la commune pour ne pas que ce soit trop excessif. L'essentiel étant évidemment que nous ayons un bon résultat et que nous attendons le moment venu de façon transparente, puisque vous l'avez dit. Ensuite, dans ce document qui s'appelle « Débat d'orientation budgétaire », ou en tout cas qui fait que nous échangeons maintenant, je n'ai pas vu clairement de prospective. Mais sans doute que vous attendez aussi votre audit financier pour être plus clair. Vous examinez, ce que j'ai retrouvé par contre, c'est que vous examinez sévèrement les tendances passées. Mais ce que j'aimerais connaître, le moment venu ou aujourd'hui, si vous en étiez d'accord, c'est un peu anticiper les tendances à venir et quelles décisions que vous souhaiteriez mettre en œuvre pour assainir, dites-vous, les finances de la commune, puisque vous les trouvez catastrophiques, ou en tout cas pas telles que vous les souhaiteriez. Donc il y a des décisions qui peuvent être des suppressions de postes, des diminutions de subventions, des répartitions différentes, l'évolution de l'endettement. On peut aussi agir sur des facteurs exogènes, comme les modifications des taux d'intérêt ou la modification de la fiscalité locale. J'ai lu avec intérêt que vous ne souhaitiez pas modifier la fiscalité locale et je pense que les Bagnolais, si cette promesse est tenue, s'en réjouiront bien évidemment et comme je suis bagnolaise, je m'en réjouirai tout autant. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on dépense, peut-être considérez-vous que trop de dépenses ont été faites, en tout cas l'appel à l'emprunt et les dépenses, mais c'est qu'il y a peut-être aussi des projets structurants pour une commune, et les projets structurants coûtent quand même cher. Vous avez souligné, monsieur, dans votre présentation, qu'il y avait des travaux pharaoniques, en citant l'exemple de la traversée de la Cèze. Je ne suis pas la spécialiste de ce dossier, je ne m'en suis pas du tout occupée. Peut-être n'était-ce pas un projet prioritaire. En tout cas, comme vous le savez, il y avait un engagement de l'État. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui parce que je n'ai pas les compétences pour le faire.
En revanche, vous avez fait allusion à la voirie. Alors, moi, personnellement, je trouve que voilà des travaux qui n'ont pas été inutiles et je peux vous dire qu'il y a encore du boulot à faire sur la voirie. La voirie à Bagnols-sur-Cèze n'est quand même pas en très bon état. Où que l'on se promène dans Bagnols, elle est en très mauvais état, avec des trous, des trottoirs trop petits, etc., qui d'ailleurs créent un problème pour les personnes handicapées, comme vous le savez, ou les poussettes avec les mamans. Et donc, je trouve que quand on dépense de l'argent, on peut nous en faire le reproche, mais quand cet argent est dépensé utilement, alors je trouve que ça vaut le coup. Donc, sur la voirie, je ne partage pas trop votre opinion et je trouve qu'il y aurait encore à faire sur la voirie. Donc, voilà globalement ce que je voulais dire en commentaire sur votre propos et sur la lecture que j'ai pu faire du document qui nous a été transmis. Je vous remercie de votre attention. Alors, je voulais vous répondre sur la voirie. On ne critique pas du tout le fait d'avoir réalisé des travaux, simplement, comme par hasard, qu'ils ont été faits en fin de mandat, ce qui est assez classique. C'est-à-dire, on montre effectivement beaucoup de choses pour la population. On dit ah, c'est magnifique, la municipalité a fait des travaux, c'est parfait, c'est bien. Sauf que c'est venu plomber, entre guillemets, la fin de mandat et donc surtout le début de notre mandat. Ça, c'est la première chose. Concernant les emprunts, quand vous dites qu'effectivement, c'est pas grave d'avoir 8 ans, on peut aller jusqu'à 10 ans, etc. Sauf qu'aujourd'hui, compte tenu de notre capacité d'investissement, qui est quasiment nulle, si on veut continuer à réaliser les travaux, il va falloir à nouveau emprunter. Et si on emprunte à nouveau, eh bien, ça va prolonger cette durée. Et ça risque de faire un petit peu boule de neige. Voilà. Alors, je rajouterai à ça, vous avez évoqué, Madame Fonturiel, notre capacité d'épargne nette qui est à 600 000 euros en disant, bon, finalement, c'est peu, mais c'est pas si grave que ça. Si, c'est peu, c'est très peu. Pour une ville notamment de 18 000 habitants. Nous sommes dans la strate très inférieure pour les villes de 18 000 habitants. Mais cumulé à un taux d'endettement de 89%, qui est un taux record, et cumulé aussi avec le troisième facteur, qui est la capacité de désendettement de 8,3 années, non, 8,1 années, pardon, c'est juste catastrophique. C'est l'addition des trois qui est catastrophique. Sachant quand même que 8,1 ans de taux de désendettement, c'est pas si bien que ça. Vous dites on peut aller jusqu'à 10. Mais 10, sauf erreur de ma part, c'est la tutelle de la préfecture. Je ne suis pas persuadée que ce soit l'objectif poursuivi. Et si vous regardez les taux que vous avez dans le rapport, 2021 jusqu'à 2025, ne serait-ce qu'en capacité de désendettement, en fait, c'est inversé. On s'attend, quand une commune, quand une équipe est élue et fait des projets pour une ville, on compare le début du mandat et la fin de mandat. Là, on compare au début du mandat 6,5, la capacité de désendettement, et à la sortie, c'est le score le plus gros, 8,1. Donc, il aurait fallu que ce soit le contraire, 8,1 au début en 2021 et 6,5 à la fin. Là, on a tout fait à l'envers et je maintiens que le cumul de ces trois facteurs est extrêmement négatif et obère complètement, ou quasi complètement, nos futurs projets. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué pendant la campagne, et je vais le faire, j'ai déjà pris des contacts avec des cabinets d'audit. Rassurez-vous, les finances de la ville supporteront cette dépense qui est une dépense à plusieurs degrés. C'est-à-dire, premier degré, on fait un état des lieux sur le plan financier et en fonction de ce qu'on trouve, on poursuit. On n'est pas forcément obligé de poursuivre si on a suffisamment d'éléments. Mais il est absolument nécessaire, et au regard de ce qu'on découvre là, c'est encore plus nécessaire d'avoir un audit financier pour voir ce qui s'est passé, pour savoir où nous allons, pour savoir ce que nous pouvons faire, pour savoir, pour résumer, finalement, combien est-ce que nous avons encore en caisse et qu'est-ce que nous pouvons réaliser. Parce que nous avons hérité de projets. Il y en a certains qui ne se poursuivront pas. J'organiserai une réunion avec les oppositions à ce sujet. Mais il y en a certains, comme la passerelle pour franchir la 16, sur lesquels nous ne pouvons pas revenir.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un projet effectivement malheureux. Vous avez indiqué, je cite Madame Fonturial, que ce n'était pas forcément le projet le plus prioritaire. Je partage votre sentiment. Mais vous avez dit aussi, mais c'est un projet qui était financé. Oui, mais au final, ce sont des financements publics. Qui est-ce qui paie? C'est le contribuable. Moi, peu m'importe que ce soit un projet financé ou pas. Ce que je veux, c'est que ça coûte le moins cher possible aux contribuables et surtout que ce soit un projet efficace et un projet qui rende service à la population. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sur cette passerelle en question, je ne la nommerai pas, aucun des critères, effectivement, n'est réuni. Voilà ce que je voulais vous indiquer. Une autre intervention, Monsieur Jacquel, peut-être? Oui, merci Madame le maire. Donc je veux juste revenir un petit peu sur le compte administratif 2024. Je fais juste une petite rétro. Donc j'en parlais justement de cet endettement qui arrivait. Et aujourd'hui, bon, à l'époque, j'avais dit que pour 25 millions d'euros d'encours et 1 million d'épargne brute, on arriverait à 25 ans d'endettement. Donc bon, Monsieur Chapelet m'avait dit qu'on n'allait pas dans cette direction-là. J'avais aussi alerté du seuil critique. Donc, du moins, on a d'abord un seuil national entre 10 et 11, et après, le seuil critique, c'est passé 11 à 12. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à 8,19 exactement, puisque j'ai repris un petit peu les chiffres. Donc, ça porte l'endettement par bagnolet aujourd'hui. Donc, chaque bagnolet a une dette de 1 449 euros. Voilà, donc on est remonté dans les strates supérieures. Donc j'ai vu aussi les versements dans l'exercice, donc les 8 600 000 euros. Donc ce sont certainement les 3 lignes de crédit qui ont été ouvertes là qu'on a vu au précédent conseil municipal. À savoir qu'on on avait un résultat d'investissement de moins 6 962 726 euros, et je vous épargne 43 centimes, voilà, pour être précis. Donc c'était à la fin, et justement on avait un résultat cumulé constaté en clôture d'exercice qui atteignait, pour une fois, moins 3 407 789 euros. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le DOB. Donc ça veut dire que tout ce que je présageais aujourd'hui, on y arrive. Donc pour revenir un peu sur le DOB, pour parler du DOB d'aujourd'hui, donc oui, il faut s'assurer des finances de la ville. Donc, on espère rapidement la présentation d'une délibération au sujet de la fiche de mission pour l'audit qui sera établie. Savoir qu'un audit, c'est entre 40 000 et 60 000 euros. Voilà, ça coûte au même titre qu'un PLU, hein, qu'on a payé aujourd'hui 62 000 euros. Le PLU, la révision, je crois qu'on l'a voté l'année dernière. Donc bien aussi, par rapport à cela, on espère que, suivant les résultats, on saisira bien le préfet de tout cela. Et effectivement, il nous faut un point de delta aujourd'hui des 18 ans de mandature passée. Donc c'est pour cela que nous, si toutes ces préconisations sont bien respectées, nous, on vote pour le DOB actuel. Monsieur Jacquel, sur votre critique du passé, on ne peut qu'être d'accord avec vous. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Juste une précision, on ne vote pas aujourd'hui, on prend acte. On prend acte. Et pour compléter ce que vous dites, effectivement, alors je me garderai bien de conclusion. Précisément, l'audit sera là pour nous dire ce qu'il en est exactement. Et je tiens à préciser quand même que les oppositions seront associées à cet audit. Ce sera fait en toute transparence, comme ça au moins il n'y aura pas de difficultés ultérieurement. Il faut impérativement que nous sachions où nous en sommes pour savoir où aller exactement, ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pourrons peut-être pas faire. Voilà. Seul l'audit nous le dira. Autre chose ? Non. Donc le conseil municipal prend acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2026 et de l'existence du rapport sur la base duquel il s'est tenu. Pas d'autres questions à évoquer. Les questions de Monsieur Jacquel, je vous écoute. Bon, merci. Donc la première question que je vous ai envoyée, c'est: je souhaiterais revenir sur la situation du quartier des Estousies, notamment aux horaires d'entrée et de sortie des écoles.
Nous constatons aujourd'hui un certain nombre de difficultés des riverains pénalisés dans leurs déplacements, des professionnels de santé parfois contraints dans l'exercice de leur mission, ainsi que des parents d'élèves confrontés à des situations complexes. Au-delà de ces constats, il me semble important de souligner que ces tensions peuvent également avoir des conséquences en matière de sécurité. Dans ce contexte, il serait pertinent d'engager une réflexion globale sur l'organisation de la circulation, les solutions de stationnement et la sécurisation des abords des établissements scolaires de Célestin-Freinet, Sainte-Marie, Jules Ferry et Jean Massé. Cela pourrait constituer un axe de travail important pour le mandat. Alors, concernant plus spécifiquement les Estousies, je trouve que j'y étais il y a quelques heures et j'ai constaté effectivement qu'aux heures d'entrée et de sortie de l'école, la circulation d'ailleurs était fermée, elle était très, très dégradée, voire inexistante. C'est une école que j'ai connue quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, et les voitures étaient présentes. Alors évidemment, il y a moins de circulation. C'est une équation impossible, Monsieur Jacquel, au regard de l'exiguïté des lieux. On peut toujours réfléchir, c'est perfectible, bien sûr. Mais nous avons d'un côté des résidents qui doivent avoir le droit de circuler. Et nous avons de l'autre des écoliers qui ont tout à fait le droit d'aller et venir à l'école en toute sécurité sans être écrasés, précisément par les automobilistes ou cyclistes ou autres trottinettes électriques et j'en passe. Voilà, donc on peut réfléchir dessus, mais je ne vois pas trop ce que l'on pourrait faire au regard de l'extrême exiguïté des lieux. On ne changera rien à cela. L'école est ici. Il n'y a pas d'autre sortie possible, sortie sécure, hein, bien sûr, possible. Je crains qu'il ne faille que les résidents prennent un peu leur mal en patience, le tout dans l'intérêt bien compris de nos jeunes écoliers. Voilà. Mais encore une fois, je suis ouverte à toute réflexion avec les riverains, avec les parents, les associations de parents d'élèves. Mais oui, bon, j'ai un côté extrêmement optimiste là, sauf à démolir certaines maisons, ce qui créerait une autre gêne. Hein. Je ne vois pas trop comment est-ce qu'on peut réfléchir, mais je compte sur votre imagination très fertile, Monsieur Jacquel, pour nous éclairer là-dessus. Bonsoir et désolé pour le retard en tout cas. Donc moi la question dont je vais vous parler concerne le quartier Basine et la sécurisation à proximité de la voie ferrée. Donc je souhaite attirer votre attention sur le quartier Basine et plus précisément sur le lotissement Logis Sévenol. Lors de nos échanges avec les habitants, une inquiétude revient régulièrement concernant la proximité immédiate de la voie ferrée. Même si aucun accident n'est à déplorer, la configuration des lieux peut représenter un risque potentiel, notamment pour les enfants. Il pourrait donc être opportun d'étudier la mise en place d'un dispositif de protection physique entre la voie ferrée et le lotissement afin de renforcer la sécurité des habitants. Merci. Alors, je partage votre inquiétude. Hein. C'est vrai que ce n'est pas très heureux qu'il y ait cette voie ferrée à proximité d'habitation. Je pense, comme je le disais précédemment, aux jeunes enfants, mais ça peut aussi être des adolescents, voire des adultes. Hein. Voilà. Pourquoi pas? Simplement, il faudra négocier aussi avec la SNCF. Je pense qu'elle est propriétaire d'une partie du terrain. Il est à nous le terrain. Voilà. Oui, mais il y a une partie sur la SNCF, le terrain ne s'arrête pas au droit des rails, en fait. Donc voilà. Donc il y aura une négociation à faire, mais pourquoi pas? Bien sûr, ce qu'on veut tous, c'est que les enfants soient les enfants et adultes. Hein. Alors, on connaît tous quand même les dangers que peuvent représenter les voies ferrées. J'allais dire aujourd'hui, il y avait des accidents dans le passé. Donc c'est vrai que c'est un point important et pas de souci pour une négociation, effectivement, avec la SNCF et toutes les parties prenantes. Merci. Allez. Alors, question suivante. Ça concerne la citadelle et la réflexion sur l'utilisation du foncier disponible. Donc, concernant la citadelle, la démolition de l'ancien bâtiment a permis de libérer un espace foncier intéressant pour la commune. Nous le savons, l'association AMGR fait face à une situation nécessitant de trouver une solution pour poursuivre ses activités dans de bonnes conditions. Dans ce cadre, pourrait-il être envisagé d'ouvrir une réflexion,
voire un dialogue, sur une éventuelle mise à disposition ou une solution adaptée. Le site présente en effet un certain atout, notamment en termes de centralité et d'accessibilité. Ces différents points s'inscrivent dans une logique constructive avec l'objectif commun d'améliorer le cadre de vie et la sécurité des habitants. Alors, dans l'absolu, je ne sais pas quelle est l'emprise foncière disponible. J'avais indiqué effectivement à l'association que s'il désirait acquérir un terrain, que ce terrain appartienne à la ville ou que ce terrain appartienne à un propriétaire privé, on pourrait étudier la question. J'ai pas, là, à cet instant précis, je n'ai pas de réponse dans la mesure où je n'ai pas l'emprise foncière, je ne connais pas les lieux. Il faut tenir compte aussi de l'ensemble des habitants, des riverains qui ne voudraient peut-être pas forcément avoir une mosquée à côté. Enfin, voilà, on ne peut pas imposer des lieux de culte, quels qu'ils soient d'ailleurs. Ce n'est pas spécifiquement réservé aux mosquées, à l'environnement. Donc, on peut voir, mais encore une fois, je ne dispose pas du tout de l'emprise foncière sur ce terrain. Voilà, en tout cas, si c'était, et je le redis, si nous venions à progresser dans cette discussion, ce serait une cession du terrain, pas un don. C'est bien communaux. Bien sûr. Voilà. Mais voilà, il faut simplement voir si le terrain s'y prête. J'aurais plutôt vu à cet endroit des espaces verts. Nous en manquons quand même. Voilà. Et je crois que vous venez d'un parti écologiste. J'aurais plutôt pensé que vous seriez d'accord pour ça. Mais bon... Voilà. Pour l'instant, j'ai pas de. Je suis ni pour ni contre. Alors, simplement, je ne connais pas du tout l'emprise foncière. Alors, merci pour votre réponse. Il faut savoir que donc on est dans une ville qui est quand même assez pentue, avec des personnes avec des difficultés à se mouvoir à un certain âge, et que pour la bonne répartition, pour ce culte-là, justement, il était intéressant, du moins il est intéressant pour eux, d'avoir une partie située en centre-ville et l'autre un peu plus haut dans la ville, pour des soucis de mobilité, essentiellement pour les usagers. Oui, j'entends, mais ça ne change rien à ma réflexion de cet instant. Voilà, je ne suis pas persuadée que ce soit la meilleure solution que de l'installer en centre-ville, personnellement. Mais voilà, à voir. Merci. Donc, une mise à disposition pour un lieu pour la communauté musulmane aussi. Donc, vous savez qu'à l'approche de l'Aïd, là, qui va se célébrer le 27, et tenant compte de la forte influence de la communauté musulmane lors de cet événement, je souhaite soulever une préoccupation concernant la sécurité et le bien-être des participants. Étant donné que le parc Crimbo, traditionnellement donné, pose des problèmes d'hygiène et de salubrité, parce que tout le monde amène ses chiens là-bas faire leurs besoins. Serait-il possible de mettre à disposition le stade municipal Léo Lagrange ? Et cela permettrait d'accueillir convenablement la communauté musulmane tout en garantissant la sécurité de tous. Et sinon, quelles mesures le Conseil envisage-t-il de prendre pour faciliter la bonne réalisation de cette fête et éviter justement que les gens soient sur les trottoirs ou sur les parkings pour prier ? Merci. Je vais être très clair là-dessus. Il est hors de question de prêter le stade Léo Lagrange. Nous venons, je crois, de faire refaire la pelouse, il y a 2 ans, mais c'est récent, la pelouse synthétique. Hors de question. Ce n'est pas la destination première d'un stade. D'accord ? Maintenant, vous me dites quelles mesures le Conseil compte prendre ? Aucune. Séparation de l'Église et de l'État, le Conseil n'a pas à prendre de mesures. Encore une fois, si les fidèles sont nombreux, s'ils viennent pour cette fête, c'est bien. Mais ce n'est pas à la ville, ce n'est pas aux habitants de cette ville à subir ce type, entre guillemets, de nuisance. Je mets nuisance entre guillemets parce que j'entends par là, nous venons, nous sommes nombreux, c'est à vous de faire quelque chose pour nous. Non, ça ne marche pas comme ça. Les fidèles sont nombreux, dont acte, mais la ville n'a pas à mettre à leur disposition des moyens ni à prendre quelque mesure que ce soit. Non. Moi, c'est juste pour dire que quand même les fidèles, il y en a beaucoup qui payent le foncier aussi, donc ils ont participé. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Bon, merci. Vraiment. Séparation de l'Église et de l'État, Monsieur Jacquel.
ça fait partie des fondamentaux de notre République. On n'a pas à s'immiscer dans ce genre de questions. Je veux bien aider la communauté à trouver un lieu, à construire une mosquée, pas forcément en centre-ville, je viens de le dire, ou bien qu'ils trouvent un local à rénover pour construire un lieu de culte, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. D'autres questions ? Non, merci. Eh bien, la séance est levée. Je vous remercie. C'est le prochain conseil du 29 avril à 18h, au même endroit.